Je suis mort. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Je suis enterré dans le cimetière de Saint-Nazaire. Renseignez-vous quand même avant de venir me rendre visite. Le cimetière n'est pas toujours ouvert. S'il est fermé, enjambez le portail. Prenez de l'élan, il fait 2,50 m de haut. Mais dans mon souvenir, il y a aussi un passage dans le mur d'enceinte un peu plus loin. Je suis très facile à trouver. Ma tombe porte l'inscription « Narcisse, Samglot, Pelletier, marin et aborigène » avec ma photo. Je suis fier qu'on y ait inscrit sur ma tombe « marin et aborigène ». Mon origine, l'origine de ma vraie famille pour l'éternité, ma famille de là-bas, l'autre, parce que c'est mon histoire. Oui, je comprends bien ce que ça a d'original et de pas très chrétien de désigner par sa vraie famille celle qui vous a sauvé la vie, pas celle qui vous a donné la vie. Oui, je parle bien de cette famille de là-bas qui m'a adopté, soigné, considéré, avec qui j'ai vécu pendant 17 ans. Comment je suis devenu aborigène, moi, fils d'un cordonnier de Saint-Gilles-sur-Vie? Écoutez, je vais tout vous raconter. Il y a ici toute ma vie. Là où je suis né, Saint-Gilles-sur-Vie, où j'ai grandi, là où j'allais à l'école quand j'avais 12 ans, là où je suis arrivé à Marseille, le jour de mon grand départ, et puis après, et dans ma tête d'enfant d'ailleurs, c'était pour toujours. Et puis après, Ceylan, Bombay, Hong Kong, l'Australie, le détroit de Torres, en dessous, la péninsule du Cap York, où j'ai été abandonné, le phare de Saint-Nazaire et ma place ici, au cimetière. Moi, je n'ai jamais vraiment raconté mon histoire. Je me disais, à quoi bon, mais personne ne va comprendre. Voilà que je suis devant vous aujourd'hui. Et pourquoi pas? Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir vécu d'autres vies en plus de la sienne. Mais je vous le dis, franchement, si j'avais pu choisir, je ne serais jamais revenu, je serais mort là-bas. Mais voilà qu'un jour, le bateau anglais, le John Bell, a appareillé du côté de Night Island, côte nord-est de l'Australie. Quand on m'a ramené en France, en décembre 1875, contre mon gré, après tant d'années passées dans ma famille aborigène, je ne savais plus parler. Je ne savais plus parler le français. J'avais plus les mots de quand j'étais petit. Alors on m'a regardé et on s'est demandé si j'étais bête ou intelligent. Le matin de ma capture, je m'en souviendrai toujours. C'était le 11 avril de la même année. Mon père, aborigène, moi je l'appelais Mahademan, il m'avait autorisé à venir voir le bateau anglais qui venait de mouiller au large de chez nous sur la côte. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu le droit d'assister au troc avec les Anglais ou les Chinois. Je devais toujours me cacher à l'entrée de la forêt avec les femmes. Depuis qu'elle m'avait adopté, ma famille aborigène avait toujours peur que je les quitte, que je m'en aille. Mais non, parce que pour moi, ils étaient devenus ma famille choisie. Et le capitaine a ordonné de mettre une chaloupe à la mer, pleine de présents, de cadeaux à échanger. Dans la chaloupe, il n'y avait que des marins métis à la peau noire. Le capitaine anglais pensait que les marins anglais, avec leur peau blanche, auraient pu nous faire peur. Mais ce n'est pas d'eux dont nous avions peur, mais de leurs fusils. La chaloupe s'est immobilisée sur le sable. Dedans, il y avait du tabac, des pipes, des biscuits, des tissus de toutes les couleurs, des morceaux de miroir, un couteau, un collier. Après le troc, les matelots sont retournés au bateau et ils ont raconté au capitaine qu'ils avaient vu un homme avec la peau tannée par le soleil, soit, mais c'était un homme blanc. Capitaine, on vous jure, il y a un homme blanc qui vit avec les Noirs. Le capitaine, persuadé que j'avais été fait prisonnier par des sauvages et qu'il fallait me délivrer, a demandé aux matelots de retourner me chercher. Prenez les fusils, allez, et faites comprendre à l'homme blanc que je veux le voir.
que c'est avec lui que je vais faire d'autres échanges. Oui, très bien, qu'il aura encore plus de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été surpris de les voir revenir. Je n'avais aucune envie de m'en aller, et dans ma famille, personne ne voulait que je parte. Mais voilà que les marins insistent tellement que mon père, Maad Eman, me fait signe d'embarquer. Mais moi, je ne veux pas monter. Je me méfie des marins, du capitaine. Mon père me dit « Amglo, fils, vas-y, fais comme si tu partais avec eux. Monte dans la chaloupe, regarde tout ce qu'ils promettent de donner, récupère le troc et puis saute du bateau. » Alors, je me souviens, j'ai obéi à mon père. Je suis monté dans la chaloupe. À mi-chemin, entre le bord de mer et le bateau, un marin a braqué un revolver sur moi. J'étais nu. Un autre m'a jeté un pantalon, une chemise. J'ai tout enfilé, ça me grattait. Maintenant que j'étais habillé, je me sentais encore plus nu. Oui, bien sûr, j'aurais pu sauter du bateau, mais je n'y arrivais pas. À l'intérieur de moi, quelque chose s'était momifié, m'empêchait de penser, et puis surtout, je fixais obstinément le gobelet en fer blanc que les marins portaient à la ceinture, et je sentais leur odeur, une odeur que je connaissais. « I am Capitaine Fleuve !» Quand je suis monté sur le bateau, le capitaine me criait « Frenchman !» Frenchman? Je ne comprenais rien. Le John Bell a levé l'ancre. Frenchman? Frenchman. J'ai voulu sauter du bateau, alors on m'a attaché, sans violence. J'ai tourné la tête, j'étais déjà loin d'eux. Ma famille aborigène, Maad Eman, mon père, Sassi, mon frère. Maad Eman m'avait appris à regarder plus loin que loin. Maintenant, je les distingue sur le bord de mer, rassemblés, immobiles. Ils me regardent partir sans bouger. On m'a débarqué à Somerset. Je me souviens, j'ai rencontré pas mal de Français. J'écoutais leurs mots et je me disais, comment ils font pour se comprendre? Ils faisaient plein de gestes, ils parlaient fort, comme des Français. De Somerset, on m'a fait prendre un autre bateau, le Brisbane, en direction de Sydney. À bord, j'ai fait la connaissance du lieutenant-major John Ottley. Lieutenant-major anglais, John Ottley. C'est le premier, je me souviens, qui m'a regardé comme il faut. Il m'a regardé comme un homme. Il a fait des gestes pour montrer que j'étais fort, que j'avais de larges épaules. Alors je l'ai imité. Ça l'a fait rire. Il m'a félicité pour ma vue quand j'ai montré du doigt des pirogues ennemies sur une île très lointaine, alors que l'équipage ne voyait rien, même avec de grosses jumelles. Le lieutenant Ottley parlait le français. Il avait fait une partie de ses études à Paris. À bord, il ne m'a posé que peu de questions et surtout, il me respectait quand il voyait que je ne voulais plus répondre. Avec lui, j'ai recommencé à dire des mots de quand j'étais petit. Toute la traversée, je l'ai passé accroupi, perché sur le bastingage, comme un sauvage, tourné vers le lointain, vers ceux que j'abandonnais. Je ne supportais pas les vêtements. Et en même temps, j'avais toujours froid. Et puis, arrivé à Sydney, dans une sorte d'atelier au centre de la ville, on m'a fait asseoir, tête droite, sous un petit bâton vissé dans le mur. On m'a ôté ma chemise sans me demander mon avis. J'ai caché mon torse. Un type en face de moi m'a fait signe d'écarter mes mains, de montrer mes scarifications, les traces d'hommes de mon clan.
On m'a dit de ne plus bouger, de rester immobile pour que la photo soit réussie. Oh. Dans un cimetière, c'est bien de voir la photo du mort sur la pierre tombale. On est curieux, on s'approche et le mort vous parle. Oui, dans un cimetière, on n'a que ça à faire, écouter les morts. Ils vous parlent de leur voyage, ils vous racontent comment tout a commencé. Ma vie a complètement changé l'année de mes 12 ans. Un matin d'école, ce jour-là, quand il a fait l'appel, le maître a prononcé mon nom, mais pas comme d'habitude. Pelletier ? Venez là. Oui, vous, Pelletier ? Approchez. Pelletier, vous êtes renvoyé pour insubordination. C'est quoi, monsieur, que l'insubordination ? Vous êtes renvoyé dehors. Ah ben, en rentrant de l'école, je me demandais si ce n'était pas une maladie que l'insubordination. Faudra que je demande à maman si quelqu'un dans la famille n'est pas mort d'insubordination. Mais si ça se trouve, c'était peut-être une bonne nouvelle que mon insubordination. Quand je vais pousser la porte de la maison, maman va me prendre dans ses bras et me féliciter. Mon fils, c'est merveilleux, tu as été renvoyé de l'école. Et je suis sûr que papa sera très content lui aussi. Ah, mon gars, je savais que je pouvais compter sur toi pour reprendre la cordonnerie. Sauf que sur le seuil de la porte, il y avait ma mère qui m'attendait avec la lettre du directeur dans la main. Elle me fixait si intensément. Ses yeux étaient comme 2 balles de fusil. Si elle avait tiré, je serais mort sur le coup. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Rien. Je n'avais rien à dire. Je ne voulais rien dire. Je suis rentré dans la maison. Il y avait mon père et mon tonton assis à la table. J'ai tout vu. Même la honte d'avoir un fils qui venait de se faire renvoyer de l'école était elle aussi assise à la table. Je n'ai pas vu la peine de ma mère. Je n'ai pas vu la colère de mon père, celle qui l'étouffait, l'empêchait de parler. Lui qui pensait que je ferais des études, que je pourrais reprendre le magasin. Quant à mon tonton, lui, comme il n'avait jamais eu de mot à lui, paf! Il m'a juste flanqué une baffe. Ben, c'est là que j'ai compris le mot insubordination. Ça voulait dire sale gosse désobéissant. J'étais en colère. Et en même temps, j'étais content. J'étais tout à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis enfui de la maison. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Je suis arrivé sur le port. Et là, il y avait un petit bateau de pêche à un seul mât, le sloop Eugénie, prêt à partir pour une campagne de 5 mois. J'ai demandé à un marin sur le pont s'il n'y avait pas besoin d'un coup de main. T'as quel âge ? 12 ans et demi, monsieur. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir 14 ans pour être engagé. Va demander à tes parents de te faire un papier. J'ai fait semblant de partir, mais je me suis caché dans une cabane sur le port. Je suis revenu 2 heures plus tard. Alors, ils ont dit quoi, tes parents ? Mes parents, ils ont dit que j'avais 14 ans. Combien ? 14 ans. Ben, tu vois, c'était pas difficile. J'ai embarqué. Oui, mesdames et messieurs, pour la première fois de ma vie, j'ai embarqué. À la sortie du port, le marin sur le pont...
Il m'a appelé. D'abord, il m'a donné un petit gobelet en fer blanc, mon quart, que je porterai toujours à la ceinture. Et il m'a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, sur un bateau, t'as pas d'amis. Si t'en as un, ce sera le chien. S'il n'y a pas de chien, ton seul ami, ce sera le rat. Et je peux te dire que le rat ne se retrouvera jamais enfermé contre son gré dans la cabine du second. T'as compris? Oui, bon, ben ça dit ce que ça doit dire. Je ne peux pas t'expliquer mieux que ça. Je crois que je n'ai pas eu peur. Non. Je savais que la vie sur un bateau, c'était dur. J'avais entendu raconter ce qui était arrivé à un enfant comme moi qui s'était engagé comme mousse. Le jour du recrutement, ils étaient tous en file indienne sur le pont. 1,50 m, c'est bon. 1,20 m, engagé. 1,15 m. Bon, allez, c'est bon, avance. Ils notaient même pas les noms. Hein. Non, juste des commentaires sur le physique. Grosse tête, cheveux noirs, oreilles sales, décollé, difforme, pas éveillé, regard perdu. Parfois, il notait visage plein. Personne n'a jamais su ce que ça voulait dire. Cet enfant, il avait le même âge que moi le jour de son embarquement, presque 13 ans. La veille, un marin avait payé pour lui une nuit chez une dame du port. Ouais, ben maintenant, il était un homme. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Après, une fois sur le bateau, il avait dormi une nuit dans chaque cabine. Lui qui n'avait pas de père, parfois en retour, il lui semblait qu'il recevait de l'affection. Enfin, il le croyait. Oui, mousse, c'était peut-être dangereux, hein, mais j'étais prêt à être domestique, comme à tout faire. Je ferais attention à ne pas me faire cogner, puis surtout, à ne pas rester coincé dans une cabine avec un marin. Je savais que le capitaine ne serait pas toujours de votre côté. Je savais aussi qu'en cas de malheur, il irait voir votre mère en rentrant au port pour lui dire « Madame, votre enfant a été emporté par une vague. » Oh, tu parles. Alors que si ça se trouve, il avait peut-être été battu à mort sur le pont pour avoir parlé. En revenant de ma première campagne de pêche, tout s'était bien passé. Du côté de ma mère, j'étais de la famille Babin, des pêcheurs. Dès l'âge de 8 ans, mon tonton maternel m'avait initié à la pêche à la sardine. Avec lui, j'étais protégé. C'est vraiment pas ce qui s'est passé sur le deuxième bateau, la Reine des Mers, au départ de Bordeaux, direction la Méditerranée, Trieste, les côtes d'Illyrie. 9 mois de mer, 9 mois de coups de bâton, de pieds au cul et d'insultes. Mais j'ai jamais pleuré. Le second m'avait pris en grippe. Il paraît que je ne le regardais pas comme il faut. Mais comment est-ce qu'il voulait que je le regarde? J'avais l'impression d'être un rat coincé dans l'angle d'un mur avec le chat qui veut sa mort. Mais avant de tuer le rat, le chat veut jouer avec. Mesdames, Messieurs, sur un bateau, tout dépend du capitaine, mais celui-là s'en fichait. Pour lui, j'étais rien. Et puis un jour, le chat et le rat se sont battus sur le pont, personne pour les séparer. Le petit rat s'est défendu comme il pouvait, mais le chat a sorti un couteau etchtang, il m'a entaillé la joue, la moitié de la joue. À l'escale de Marseille, je me suis sauvé, après l'avoir dénoncé au capitaine. Cher papa, chère maman, je suis à Marseille et bientôt je vais partir pour Ceylan. Ceylan! Marseille, il paraît que c'est le plus grand port du monde. C'est des gars d'ici qui me l'ont dit. Et de là, tu peux partir au Japon, en Chine, aux Amériques, enfin très loin. Surtout, pas un mot aux matelots de la Reine des Mers. Ah, j'ai oublié de vous dire, à Ceylan, on va livrer du vin et le capitaine de notre bateau s'appelle Pinard, papa.
Non, Pinard. Le commandant. Non, le vin, le Pinard. Papa. Bon. Cher papa, chère maman, je ne peux pas vous dire quand je reviendrai, mais c'est sûr, je reviendrai. À Marseille, j'y suis resté 1 mois à chercher un nouveau bateau, mais surtout, je me suis planqué au cas où le second de la Reine des Mers aurait voulu en finir avec moi une fois pour toutes. Et puis, le 8 juillet 1856, j'ai trouvé un nouveau bateau. J'ai été engagé comme mousse sur un navire marchand long courrier, le Saint-Paul, un magnifique 3-mâts en partance pour l'Inde. En quittant le port, je me répète à voix haute, le nom des voiles et des mâts, je connais par cœur le remplacement sur le bateau. Mât de Beaupré, mât de Misaine, mât d'Artimon. Mât de Beaupré, clin phoque, petit phoque, grand phoque, faux phoque et trinquette. Mât de Misaine, misaine, hunier fixe, hunier volant de misaine, petit perroquet fixe, petit perroquet volant. Mât d'Artimon, perruche fixe, perruche volante, cacatois de perruche, contre cacatois de perruche, brigantine. Mât de Beaupré, clin phoque, petit phoque, grand phoque, faux phoque et trinquette. Mât de misaine, misaine, hé, hunier fixe, hunier volant de misaine, petit perroquet fixe et petit perroquet volant. Mât d'Artimon, perruche fixe, perruche volante, caca, toit de perruche, contre caca, toit de perruche, brigantine. Clin phoque, petit phoque, grand phoque, faux phoque et trinquette, misaine, hunier fixe, hunier volant de misaine, petit perroquet fixe, petit perroquet volant. Mât d'Artimon, perruche fixe, perruche volante, caca, toit de perruche, contre caca, toit de perruche, brigantine. Bon, 2 mois plus tard, on arrive à Ceylan. On livre la cargaison de vin. On repart pour Bombay, pour charger des balles de coton. Et puis là, on quitte le port, direction Hong Kong, où on a fait une escale d'1 mois. Pendant 1 mois, mesdames et messieurs, je n'ai pas eu le droit d'aller à terre. Il paraît que j'étais trop petit. Ah, tu parles. En tout cas, pas trop petit pour faire toutes les corvées et laver le pont, en tout cas, quoi. Du pont supérieur, j'observais tout ce qui se passait dans le port. Et puis, les marins me racontaient quand ils rentraient dormir. Sauf que des fois, ils ne pouvaient pas raconter tellement ils avaient bu et fumé de l'opium. D'en haut, je voyais le capitaine en grande discussion avec des mandarins à petites moustaches et petits calots, tous habillés pareil. Pinard achetait des Chinois pour descendre dans les mines d'or en Australie. Sur le quai, je l'entendais faire son trafic. Il faudrait me trouver des petits gars dociles, pas regardant sur le confort, la nourriture et le salaire. Jour après jour, je voyais de plus en plus de Chinois qui montaient sur le bateau. On les appelait les coulis. On en a embarqué plus de 300. Tous volontaires, on disait. Moi, je dis qu'ils étaient volontaires sur le papier. On les avait ramassés dans les rues, recrutés de force. Paraît même que dans le lot, il y avait des voleurs et des criminels. Enfin, quand je les regardais traverser la passerelle, j'avais quand même un peu la trouille. Quand les Anglais, les Français et les Chinois sont entrés en guerre à cause de l'opium, le 23 juin 1858, il était temps qu'on s'en aille. On quitte le port de Hong Kong, destination Sydney. Les coulis avaient été entassés comme du bétail dans les cales et sous le pont supérieur du bateau. Quand je descendais, fallait faire gaffe à sa vie. Mais bon, si tout allait bien, on pouvait être à Sydney dans 40 ou 50 jours. Et puis, faute de vent, on a commencé à prendre du retard, de plus en plus de retard. On n'avançait plus. Sur le bateau,
Ce n'est pas le fret qui inquiétait le capitaine, mais beaucoup plus la colère des 300 coulis qui montaient. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Il n'y avait pas assez de provisions. On les avait déjà bien entamées. Et pour couronner le tout, le commandant avait ordonné de réduire les rations. Ouais, sauf que les tireurs de pouce-pouce, comme on les appelait, ils étaient nombreux et ils avaient très faim. Nous, on n'était que 20 matelots et un capitaine. Il fallait vite trouver une solution. D'après Pinard, on pouvait changer de cap en passant par le détroit de Torres. « Impossible, capitaine !» a dit le second, « impossible ! Cette voie est peut-être plus courte, mais beaucoup trop dangereuse. » Le capitaine a quand même choisi de passer par la mer de Salomon en longeant la côte de la Papouasie. Vous auriez vu ça? Il y avait tellement de brouillard qu'on n'y voyait rien. On ne voyait même plus le soleil. On naviguait à l'estime, à l'à peu près. Je m'en souviens très bien. C'est en remontant du soupon que là, d'un seul coup, j'ai vu la tempête se lever devant moi. Elle était au moins 1000 fois plus haute que le bateau. On s'en approchait de plus en plus. J'étais quart avec le second qui m'envoie chercher le capitaine. Et là, un grand choc m'a renversé, garroché contre le bastingage à cause du brouillard. Ce qu'on avait pris pour une tempête, c'était une montagne. Le bateau venait de se fracasser près de la barrière de corail. Le capitaine veut virer de bord, mais trop tard. L'eau envahit les cales. Je ne sais pas nager. Le bateau s'éventre en libérant tous les coulis. Dans la panique, chacun essaie de sauver sa peau en traversant à gué un bras de mer, d'autres se réfugiant sur un îlot. Et puis, pendant ce temps-là, sur le rivage d'en face, il y avait des gens qui nous regardaient. Et ils nous regardaient faire les va-et-vient pour sauver 3 ou 4 barils de farine, des quartiers de viande salée, des conserves. Ils avaient l'air de nous compter. Enfin non, ils ne nous comptaient pas, ils nous faisaient comme des signes. Moi, je les regardais sans bouger. C'est la première fois que j'en voyais autant. Des noirs, des sauvages, des cannibales, je me disais. Chez nous, à Saint-Gilles, on racontait des histoires de pays peuplés d'êtres primitifs, sans culture, sans langage, sans intelligence, infantiles, se comportant entre eux comme des animaux, humains bien sûr, mais pas baptisés, donc pas chrétiens. Au catéchisme, le curé enseignait que si un enfant mourait sans avoir été baptisé, il était condamné à errer dans les limbes pour l'éternité. En les regardant, je me disais, bon, s'ils te mangent, tu risques rien, puisque tu as été baptisé. Donc, si tu meurs, tu ne resteras pas coincé dans les limbes. Parce que franchement, ça ne doit pas être très confortable de rester coincé entre 2 limbes pour l'éternité. De toute façon, l'îlot était beaucoup trop petit pour tout le monde et puis en plus, il fallait trouver de l'eau. Le capitaine a installé un campement sur la terre d'en face. Les sauvages nous ont apporté des noix de coco. On a fait connaissance, je sais pas, comme si on sympathisait. Et je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, tout a basculé. Les sauvages nous ont encerclés. Ils tiraient des flèches dans tous les sens. Jetaient des milliers de pierres de basalte. Je me souviens de l'attaque. Je m'en souviens très très bien. C'est quand le capitaine a pris une chaloupe pour aller porter à boire à ceux qui étaient restés sur l'îlot. J'ai voulu traverser le bras de mer, mais la marée montait, et puis je ne savais pas nager. Le capitaine a fait demi-tour pour venir me chercher et me ramener avec les autres rescapés. Les pirogues arrivaient de partout. On s'est retrouvés vivants, mais prisonniers, sur l'îlot du refuge. Pour la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, pour la première fois de ma vie, j'ai vu devant moi des gens capturés, tués, décapités,
éventrés. J'ai vu des gens que je connaissais mourir en hurlant comme des bêtes, et pour ceux qui ont réussi à s'échapper, ils ont disparu comme avalés par la forêt. Personne ne faisait attention à moi. J'étais tout petit, tout seul. J'avais envie de hurler, d'appeler ma mère, mais rien ne sortait de ma bouche. Sur un bateau, tu n'as pas d'amis. Ton seul ami, s'il y en a un, ce sera le chien. S'il n'y a pas de chien, ton seul ami, ce sera le rat. S'il n'y a pas de rat, tu seras tout seul, avec l'angoisse qui monte, qui monte, qui monte. Sur un bateau, tu n'as pas d'amis, chacun sa peau, chacun sa vie. Et la petite bête dans ta tête qui monte, qui monte, qui monte. Parce que sur un bateau, tu n'as pas d'amis. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis le capitaine Pinard, commandant du Saint-Paul. Oui, je suis mort, moi aussi. Excusez-moi, je voudrais profiter de votre attention, de votre présence pour vous dire ma vérité, apporter quelques corrections à la mauvaise réputation que le milieu de la navigation m'a faite après ce tragique échouage. On a raconté partout que j'avais abandonné les survivants en m'enfuyant avec mes hommes dans une chaloupe. Ben, c'est faux. En tant que capitaine, j'avais le devoir d'aller chercher des secours. C'est ce que j'ai fait, après en avoir discuté avec les 8 matelots et les coulis qui resteraient sur l'île en attendant notre retour. On leur a laissé les fusils et les vivres, et on a juste rempli nos bottes d'eau douce pour tenir en mer le plus longtemps possible. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Quel menteur! Quel menteur! Ah, mais quel menteur! Pinard, si un jour je te croise ici, au cimetière, vivant ou mort, je te tuerai. Oh, quel menteur! Alors là, moi, je peux vous dire que le capitaine ne m'a pas demandé mon avis. Et là, je peux vous dire maintenant qu'il a menti. Cette nuit-là, tout le monde dormait, sauf moi, à cause de ma blessure à la tête. Dans la nuit, le capitaine a réveillé ses hommes. J'ai juste eu le temps de me faufiler dans leur chaloupe. Pour ce qui est des vivres, tout était avarié et les fusils ne fonctionnaient plus. On a navigué 12 jours durant. Et puis, à bord, il n'y avait plus rien à boire. On était en train de mourir de soif. On a été obligé de boire notre pisse mélangée à de l'eau pour ne pas mourir de soif, justement. Les oiseaux, quand ils se posaient sur le bord de la chaloupe, assoiffés qu'ils étaient, on les attrapait à main nue. On les tuait, on les plumait, on les faisait cuire au soleil, puis après on essayait de les manger. On naviguait, on longeait la côte, puis on s'arrêtait de temps en temps sur des petites îles dès qu'on trouvait des fruits, des coquillages. Dans la chaloupe, il n'y avait plus de discipline. Le capitaine n'arrivait plus à se faire respecter. Et c'est là qu'il a décidé d'accoster dans la péninsule du Cap York. Évidemment qu'on avait peur de rencontrer des sauvages, mais on avait tellement soif. Une fois à terre, tout le monde est parti dans tous les sens et moi je suis resté tout seul. J'avais du mal à suivre avec ma blessure à la tête et je les ai perdus de vue pendant vraiment un bon moment. Puis j'ai fini par les retrouver tous à boire autour d'un trou d'où sortait vraiment un tout petit filet d'eau. Et quand je me suis approché pour boire à mon tour, ça coulait plus. Mais reste, m'a dit Pinard, reste. L'eau va revenir. Si, l'eau va revenir, puis là, tu pourras boire. Nous, pendant ce temps, on va aller chercher à manger, puis on passe te prendre au retour. J'ai attendu, mais l'eau, elle n'est jamais remontée. Et puis les gars de la chaloupe ne sont jamais repassés me chercher. Je me suis mis à courir, à marcher, à courir.
oublié que j'avais soif, que ma blessure me faisait mal, que mes pieds étaient en sang. Ils vont revenir, je me disais, ils vont revenir. C'est sûr, ils vont revenir me chercher. Un dingo, un chien me suivait. J'avais peur de lui, puis il avait peur de moi. À marée basse, je suis retourné voir, on avait amarré la chaloupe et elle n'était plus là. Oh, Pinard, tu m'as abandonné? Pourquoi? J'ai rien fait de mal, Pinard. Pinard, j'ai 14 ans et bientôt je vais être mangé par des cannibales. Et là, j'ai perdu connaissance. Pinard, si un jour je te croise ici au cimetière, vivant ou mort, je te tuerai. Pinard, si un jour je te croise ici au cimetière, vivant ou mort, je te tuerai. Pinard, si un jour je te croise ici au cimetière, vivant ou mort, je te tuerai. Crois-tu que l'eau du fleuve et les arbres des bois, s'ils n'avaient rien à dire, élèveraient la voix? Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan qui se gonfle et qui lutte serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit pour souffler dans le vide une vapeur de bruit et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole si son rugissement n'était une parole? Non! Non! Tout est une voix, tout est un parfum. Tout dans l'infini dit quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplit le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout, comme toi, gémit ou chante comme moi. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit. Tout est plein d'âme. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à gémir tout seul. Je sentais qu'on m'observait. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait des femmes et des hommes penchés au-dessus de ma tête et j'ai soif, mais j'ai tellement soif. J'ai senti de l'eau couler au fond de ma gorge. Encore. Un des hommes a tendu la main vers mon quart. Je l'ai défait de ma ceinture. Il m'a donné à boire encore. J'ai donné aussi mon mouchoir blanc et j'ai bu encore. Et puis, ils sont tous partis. Ils m'ont laissé là, tout seul. Et sans comprendre pourquoi, d'un seul coup, je me suis mis à pleurer.
J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'arrivais plus à m'arrêter. Je crois bien que, en une nuit, j'ai pleuré toute ma vie d'enfant de 14 ans. Je pleure. Je pleure parce que j'ai fait de la peine à ma mère. Je pleure parce que j'ai été battu. Je pleure parce que j'ai vu mes amis mourir devant moi. Je pleure parce que depuis ma naissance, je ne compte pour personne. Je pleure parce que je veux mourir, mais je veux vivre aussi. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, ils étaient tous là. Ils sont tous revenus. Madman, Sassi, les autres. Ils étaient juste partis chercher à manger pour moi. Ils m'ont aidé à me lever. Ils m'ont porté jusque chez eux. C'était à 6 jours de marche. Oui, on a marché 6 jours. Pardon d'interrompre votre écoute. Comme ça, on dirait... Mais je vous en prie. Je suis Stephanie Anderson, chercheuse universitaire australienne. Enchanté. J'ai moi aussi quelque chose à vous dire. Je vous en prie. Voilà, nous arrivons à un moment charnière de la vie de cet enfant. C'est-à-dire? Comment fait-on pour changer de culture? Comment fait-on pour oublier son passé, sa langue? Comment fait-on pour adopter d'autres croyances? Enfin, comment fait-on pour bâtir en soi un autre imaginaire? Oui, comment fait-on? Voyez-vous, Narcisse ne dira jamais rien de sa métamorphose intime chez ses frères aborigènes. Et pour cause, il savait qu'on ne pouvait rien expliquer à quelqu'un qui, en même temps qu'il vous écoute, fait sa balade imaginaire et nostalgique dans un autre monde sans jamais quitter le sien. Cet enfant me fait penser à ceux de la Stolen Generation. Qu'est-ce que vous voulez dire? La génération volée, la génération des enfants aborigènes enlevés à leur famille par l'État australien. Ah oui. Dans cette histoire, on est en droit de se demander qui furent les vrais sauvages. Oui, on est en droit. Mais je vous laisse écouter la suite. Au revoir, madame. J'ai mis du temps à me faire à cette nouvelle vie, mais je n'avais pas le choix. C'était ça ou mourir. Au début, je vivais seulement avec les femmes. Quand j'allais voir les hommes, on me faisait signe que non, reste avec les femmes. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je devais rester avec les femmes. Elles étaient nues. En les écoutant, j'ai appris leurs mots, leur langue, et puis après, je répétais ce que j'entendais. Au début, ce n'était que des sons, des mots, quoi. Et puis, je me suis habitué. Je les faisais rire quand je parlais. Je les faisais rire parce que je me lavais sans arrêt les mains. Je les faisais rire parce que je n'enlevais jamais mon pantalon devant elles. Je m'arrangeais toujours pour aller tout seul à la rivière. Et puis un jour, les femmes m'ont suivi. J'avais plié mon pantalon sur la berge. Les femmes l'ont pris, elles l'ont déchiré, elles en ont fait des bandeaux qu'elles se sont mis dans les cheveux, et puis elles ont rigolé. Quand je suis sorti de l'eau, tout le monde a vu. Tout le monde a ri. Et j'ai compris. J'avais 14 ans,
la peau blanche et pas de poils. Tout le monde pensait que j'étais une fille. Et à partir de ce jour-là, je suis resté avec les hommes, nu comme tous les hommes. Je ne voulais plus mourir. J'ai oublié les gars de la chaloupe. Le capitaine, je n'y pensais plus. J'ai été adopté par Maad Eman, un homme qui n'avait jamais eu d'enfant. Un jour, en me posant sa main sur l'épaule, il m'a appelé Amglo. Amglo. Il a demandé à Sassi, le fils de son frère, de s'occuper de moi. Sassi s'est occupé de moi et il est devenu mon frère. Et aujourd'hui, quand je pense à lui, il est là. Pendant qu'ici, chez vous, dans l'autre partie du monde, on inventait le phonographe, le téléphone, l'ampoule électrique. Qu'à Paris, on organisait 2 expositions universelles. Qu'à New York, on se précipitait au cirque Barnum pour visiter un zoo humain. Et que Darwin écrivait qu'aucune espèce sur Terre n'est supérieure ou moins évoluée qu'une autre. Moi, adolescent, là-bas, je regardais une étoile dans le ciel et cela voulait dire que quelqu'un venait de mourir. J'apprenais pourquoi j'étais blanc. Qu'au commencement du monde, tous les hommes sur Terre étaient noirs et que les blancs étaient des noirs qui revenaient du pays des morts. J'étais donc un blanc noir ressuscité. Bon, comme j'avais toujours un peu la trouille d'être mangé, un jour, Maad Eman m'a dit en rigolant que si, pour survivre, il devait manger un homme, il choisirait un blanc. Et de préférence, il me mangerait moi. Parce que j'étais son fils et qu'il m'aimait beaucoup. Mais qu'il fallait pas m'inquiéter parce que ce jour-là n'arriverait jamais. Oh. Un soir, avant d'aller nous coucher, Sassi m'a chuchoté dans l'oreille « Dis, Amglo, c'est quoi ce Dieu dont tu parles des fois ?» C'est un Dieu qui a inventé la Terre, l'univers entier. Ça fait beaucoup de travail. Comment il a fait? Je ne sais pas trop. Sassi avait un doute, et moi aussi, en fait. Et puis, on s'est endormi. Et le lendemain matin, j'ai entendu Sassi qui m'appelait « Amglo, viens, on va pêcher !» Mais messieurs, je vous jure que c'est comme si je venais d'entendre mon nom pour la première fois. J'ai tourné la tête vers lui. Il venait de dire « Amglo », c'était mon nom. Je n'étais plus Narcisse, mais Amglo. L'Australien, Amglo. L'aborigène, Amglo, fils adopté des Oantala. Maintenant, jour après jour, Sassi m'apprenait comment vivre et moi je l'imitais. Il m'expliquait ce qu'il savait d'avant sa naissance et que je découvrais seulement à l'âge de 14 ans. Et puis est arrivé ce jour inoubliable où ils ont fait de moi un homme aborigène pour toujours. Des jours et des jours de cérémonies, de rituels, de souffrances indescriptibles. Bien sûr, je pourrais tout vous raconter, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai promis de garder le secret pour toujours. Je peux seulement dire qu'après ce passage à l'âge d'homme, plus toutes les scarifications sur mon torse, j'avais acquis une certaine force, une certaine responsabilité. J'avais le droit de chasser le dugong, de me marier avec une fille d'un autre clan et d'avoir des enfants. Au milieu de cette nouvelle vie, s'il m'est arrivé parfois de me souvenir de quelque chose d'avant, après coup, je ne savais plus dire si c'était vrai ou si j'avais rêvé. Hein? J'ai commis une erreur, une fois. C'est le jour où j'ai pêché et mangé un poisson
que je savais réserver aux anciens. Dans la nuit, j'ai ressenti une très violente douleur dans la jambe. On venait de m'enfoncer un os cassé, pointu et légèrement empoisonné dans le muscle. Je n'avais pas respecté un interdit que je connaissais. Je n'ai jamais pu oublier cette plaie. Et aujourd'hui, même mort, j'ai toujours mal à ma jambe. Mon père l'aurait guéri. Mais un jour, le John Bell et son capitaine Fraser a appareillé du côté de Lockhart River, pas chez nous. Vous connaissez la suite. Sur le bateau, un mousse m'a donné à boire. Ils ont refermé ma douleur. Elle s'est infectée. Maad Eman l'aurait guéri. Mon voyage du retour a duré 6 mois. Nous ne sommes pas repassés par le détroit de Torres ni la mer de Salomon, mais avons navigué depuis Sydney, via Nouméa, Rio de Janeiro et Toulon. Ah, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que pas très loin de l'endroit où j'avais été abandonné, dans la péninsule du Cap York, il y a une petite île qu'on appelle l'îlot Booby. Il appartient à la couronne d'Angleterre. Et sur l'îlot, il y a un bidon, un baril, avec une fente en dessous de laquelle les Anglais ont écrit « Post Office ». C'est pour laisser un message si vous êtes en détresse en pleine mer, ou tout simplement poster du courrier. Tous les navires qui croisent par ici s'arrêtent toujours sur l'îlot Booby pour voir si quelqu'un n'est pas en détresse. Derrière le baril, il y a une trappe avec dedans du sel, du sucre, de la viande séchée, du rhum, de l'eau potable, de l'encre, du papier, quelques livres. Un peu plus loin, il y a un petit carré de terre pour faire pousser quelques légumes. Sur le baril, on a peint en noir, chacun suivant ses moyens, a le devoir d'entretenir les ressources de l'îlot Booby. Oui, mon voyage du retour a duré 6 mois. Bonjour, je suis Gabriel Eugène Simon, consul de France à Sydney. Je suis mort moi aussi en 1894. Voilà, le jour où j'ai reçu cet homme de 31 ans au bureau du consulat, je dois avouer qu'il m'a fait une drôle d'impression. Il était scarifié partout sur le torse. Je dirais qu'il était tatoué par incision à la mode australienne. Son oreille droite était largement percée et pendante, et un petit bâton lui traversait la cloison nasale. Je ne savais pas comment le regarder. Et lui ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Écoutez, je lui ai proposé de s'asseoir. Je me suis rendu compte qu'il ne savait plus comment faire. Il fait comme accroupi sur la chaise. On aurait dit qu'il avait oublié, ce qui en dit long sur ces 17 années passées chez les sauvages. Oui, je lui ai parlé doucement, longuement, comme on parlerait à un enfant. J'ai commencé par l'interroger sur son village natal, Saint-Gilles-sur-Vie. J'ai été stupéfait par sa réponse, enfin sa réaction, parce que on aurait dit que ma question le torturait. Il ne tenait plus sur sa chaise. Il essayait de me répondre, mais rien ne sortait de sa bouche, ou alors des sons incompréhensibles. Il voyait mes efforts pour le comprendre, et moi, je ne le comprenais pas, et je ne savais pas comment l'aider. Et puis, soudainement, il m'a regardé droit dans les yeux, il a mis ses mains en forme de coquillage sur son oreille droite, il a tendu le cou comme pour mieux entendre un bruit qui viendrait de très très loin. Ensuite, il a placé une main au-dessus de ses yeux, comme pour mieux voir l'horizon, et puis, avec son autre main, il me faisait de grands gestes pour me faire venir plus près, encore plus près de lui, et là, 3 mots sont sortis de sa bouche. Oui, là-bas. Chaque fois que je l'interrogeais, il répondait « oui,
là-bas. Écoutez, mesdames et messieurs, j'avais devant moi un homme qui était nulle part, ni là, ni ailleurs. Pendant que je l'interrogeais, je tenais dans les mains une pile de lettres à laquelle personne n'avait jamais prêté attention au bureau du consulat. Devant le sauvage blanc, je l'ai ouverte, et là, j'ai compris. Sa mère, qui n'avait jamais cru à la disparition de son fils, avait écrit une lettre par an pendant 17 ans au bureau du consulat. Devant Narcisse Pelletier, j'ai lu la dernière lettre que nous venions de recevoir de sa maman. Je vous la lis. Monsieur le consul, nous avons bien reçu votre courrier où vous nous dites que vous avez retrouvé notre fils. Cela fait si longtemps que nous attendons, cela fait si longtemps que je porte une robe noire pour faire taire les vents de Saint-Ville, cela fait si longtemps que nous espérons une réponse de votre part, que maintenant nous nous demandons si votre lettre n'est pas une malhonnêteté. Mais parce que moi, sa mère, j'ai toujours su qu'il n'était pas mort, que je le reverrai un jour, dites-lui qu'il a un nouveau petit frère, Benjamin. Dites-lui qu'ici personne ne lui en veut, et surtout, dites-lui que moi, sa mère, je l'aime de tout mon cœur. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous assure, je n'avais jamais vu autant d'angoisse chez quelqu'un. Non, pas du tout, ce n'était pas de l'angoisse, ce que je ressentais. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas de l'angoisse. Je voyais bien que le consul s'attendait à des explications, à des révélations extraordinaires, mais comment faire? J'avais comme deux pays en moi qui se faisaient la guerre. Quand j'avançais vers le premier, l'autre m'emmenait dans l'autre sens. J'étais comme deux visages qui se tournaient le dos. Celui qui regardait le passé et l'autre, qui j'étais maintenant. Comment expliquer au consul que je ne comprenais rien aux questions qu'il me posait, que ces mots n'étaient que des bruits, des sons que je n'arrivais pas à assembler? Si seulement il faisait silence entre deux mots, comme le lieutenant-major Otley sur le Brisbane, le bateau de mon retour. Et pour ce qui est de savoir s'asseoir sur une chaise, non, je n'ai pas oublié. Mais pendant 17 ans, je n'ai pas eu besoin de chaise, c'est tout. Oui, bien sûr, je suis le lieutenant-major Otley. Oui. Ah non, je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec je ne suis pas du tout d'accord avec le compte rendu du consul Eugène Simon que je trouve partial. Écoutez, sur le Brisbane, quand j'ai aidé Narcisse à retrouver ses mots français, je peux vous assurer qu'il a retrouvé sa langue maternelle avec une très grande rapidité. Quand nous nous sommes quittés, il pouvait à nouveau lire et écrire, et il connaissait aussi pas mal de mots anglais. Oui. Ah, comment dire, il était fascinant. Il était devenu totalement aborigène. Écoutez, un exemple. Quand il rentrait dans ma cabine sur le Brisbane, il prenait calmement tout ce qui lui plaisait, et ensuite, il me faisait un peu la tête quand je récupérais mes affaires pour les mettre sous clé. Il n'avait aucun sens de la propriété, et chez lui, le partage était un réflexe instinctif. Oui. Bien sûr, je lui demandais s'il avait un père, une mère, des frères, et que sais-je encore, en France. Et il a fait oui de la tête. Alors je lui ai demandé s'il n'aimerait pas les revoir. Il a répondu, ils sont tous morts parce que c'était il y a très longtemps. Écoutez, sa réponse m'a laissé sans voix.
Eh bien, il avait 13 ans quand il a quitté son village natal de Saint-Gilles-sur-Vie et 31 ans quand il est rentré. Enfin, écoutez, pas assez pour penser que ses parents soient morts de vieillesse. Écoutez, j'étais bouleversé parce que je venais de comprendre que lui et moi, nous n'avions pas du tout la même notion du temps qui s'était écoulé. Bien sûr, je lui ai proposé d'écrire à son père et à sa mère en imaginant qu'ils soient encore en vie. Oh, je me souviens très très bien de ce qu'il a écrit. Je vous le dis. Cher papa, chère maman, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je suis arrivé à Nouméa. C'est le consul de France, le consul de Sydney qui m'a emmené. Je me porte bien. J'ai toujours mal à ma jambe. Il y a longtemps que j'ai mal. J'ai eu bien de la misère avec eux. Ils m'ont empoisonné la jambe. Quand j'ai été abandonné, je pensais toujours à vous et j'avais toujours envie de m'enfuir. Et puis un jour, j'ai plus pensé à vous et puis j'ai tout oublié. Mais seulement, je me porte bien. Je vous embrasse de tout mon cœur si vous êtes vivant. Ah, pour faciliter son retour et sa réadaptation en France, écoutez, je lui ai proposé d'embellir un peu son récit. Il ne savait pas comment faire, alors je lui ai conseillé de dire qu'il avait beaucoup souffert là-bas, que les sauvages ne l'avaient pas très bien traité, qu'il avait même puni en lui enfonçant un os pointu dans les jambes, d'arrêter de parler de son mariage et de ses enfants supposés, et surtout d'arrêter de dire tout le temps que s'il avait eu le choix, il aurait préféré rester vivre avec ces sauvages. Mais oui, of course, vous savez comment sont les Français, tellement imprévisibles. Il a suivi mon conseil, il ne répondait plus aux questions, toujours les mêmes. Tu étais nu là-bas? Tout le monde était nu là-bas? Tu t'es marié? On a dit qu'elle était beaucoup plus jeune que toi. Elle avait quel âge? Tu as couché avec elle? Mais tu as eu des enfants? Oh, tu les as abandonnés? La question qui l'énervait le plus, c'est qu'on n'arrêtait pas de lui poser tout le temps, c'était de savoir s'il avait mangé des gens. Oh, pour ne pas répondre, il avait trouvé la parade. Quand un journaliste lui posait cette question, il le regardait droit dans les yeux, il déboutonnait sa chemise pour montrer ses scarifications sur son torse, et il ouvrait grand la bouche pour montrer ses dents. J'ai débarqué à Toulon le 14 décembre 1875. Mon frère m'attendait. Comme un frère qui attend un frère. Sans débordement affectif d'aucune sorte. Bonjour. Bonjour. C'est toi? Oui. Oui, c'est moi. Ça va? Oui, ça va. On y va? Oui, on y va. J'ai pris le train pour la première fois de ma vie. Direction Paris.
Les journaux ne parlaient que de moi. Les articles venaient du monde entier. Robinson Crusoe ou Narcisse Pelletier? Robinson Crusoe, c'est la démonstration de l'homme intelligent et civilisé sur l'homme inintelligent et sauvage. Avec Pelletier, on voit le contraire. La tête de Pelletier est celle d'un lutteur mâle, avec quelque chose de bestial et d'abruti. Ce n'est pas par l'intelligence que brille ce jeune Vendéen de Saint-Gilles-sur-Vie. Narcisse Amglo Pelletier, un ancien Français devenu sauvage par le fait de l'adoption. Le Times. Le journal local. Narcisse Pelletier, un petit drôle qui est né à Saint-Gilles-sur-Vie, puis qui a été abandonné dans une île d'eau Pacifique, pour que les nègres mangeant les biens. Aussi dit que la blessure qu'elle avait à la jambe lui avait été faite par un sorceil, ou les peut-être vraiment pour aussi que le sèche-mort de Nurasteni. Quand je suis arrivé à Saint-Gilles, après tant d'années, j'ai retrouvé l'église, la place, l'école, la mer, les bateaux, un père, une mère, des frères, des copains d'avant, un instituteur qui m'avait renvoyé, un nouvel officier d'état civil, M. Blanchet, un curé qui m'avait baptisé avait organisé une messe d'action de grâce. Sur la place, il y avait une charrette avec des musiciens. Et tout d'un coup, j'ai vu chaque habitant de Saint-Gilles venir déposer son fagot de bois au centre de la place. Une fois tous les fagots entassés les uns sur les autres en forme de pyramide, on a demandé à mon père et à ma mère de venir y mettre le feu. La foule a hurlé « Vive Pelletier! Vive Pelletier! Vive Pelletier !» On a tiré des coups de fusil en l'air, on a allumé des torches, des feux de Bengale, des feux d'artifice, on a beaucoup bu. C'est la fête pour le petit gars qui rentre au pays. Je me suis approché du feu et j'ai saisi un fagot enflammé à main nue et puis je me suis mis à danser au milieu de la foule en hurlant, en riant. Comme un fou, comme un sauvage. Et tout d'un coup, j'ai entendu murmurer dans la foule « Regardez comment il danse !» Mesdames, Messieurs, ce que j'ai ressenti à cet instant est impossible à expliquer. Tout le monde était content de me revoir, mais je serai à l'étranger pour toujours. Depuis ma disparition, le ministère de la Marine avait fait de moi un mort administratif. Avec mon retour, il fallait me redonner une vie sociale. Je suis devenu le gardien de phare de l'Aiguillon, qu'on appelle aussi le phare du purgatoire. Les parents de Saint-Nazaire ont pris l'habitude de dire à leurs enfants désobéissants qu'ils les enfermeraient avec le sauvage dans le phare. Au moins, ça m'aurait fait un peu de visite. Moi, tout seul dans cette prison face à l'océan. On m'avait mis là pour m'empêcher de repartir. Un soir de grand désespoir,
Tout seul dans mon phare, j'ai rêvé qu'on m'appelait en bas du phare. Je suis descendu voir et j'ai vu sur le bord de l'eau un canot. Et dans le canot, il y avait un homme que je distinguais à peine. Il m'appelait Amglo. Amglo. Saci. Oh, Saci, c'est toi? Ouais, Amglo, c'est moi. Oh mon Dieu, Saci, le voyage, Saci, pas trop long? Si, un peu. Je suis venu te chercher, Amglo. Moi, Amglo, je suis monté dans le canot. Et moi, Narcisse, je suis remonté dans le phare. Avant de partir, Saci a déposé un petit gobelet en fer blanc sur la berge. Je me suis réveillé, j'avais terriblement mal à la jambe. J'avais très très mal. Aïe. Non. Les gens ne s'en fichaient pas de mon histoire, mais surtout, ils ne savaient pas quoi en faire.